Échevin, notamment Échevin à Rhodes-Saint-Genès. Saint-Genès. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois au sein de la périphérie. On va d'abord essayer de recomprendre un peu le mécanisme particulier des communes à facilité, à savoir que lors d'une élection, les élus sont élus directement au sein de la périphérie. C'est bien ça ? Alors tout à fait. Donc en Flandre, nous avons un système un petit peu particulier dans les communes à facilité. Les électeurs choisissent directement non seulement leurs conseillers communaux, mais également les échevins qui sont élus directement. Donc les personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élues directement échevins. Et puis sur base d'un acte de présentation, le bourgmestre est nommé, doit être nommé par l'autorité de tutelle. Contrairement, par exemple, à Bruxelles, où il doit y avoir une coalition, il doit y avoir une majorité, et puis chaque parti désigne dans ses élus qui va être mis en place, c'est ça, hein ? Voilà, par exemple, petite particularité, dans notre commune à Rhodes-Saint-Genès, nous avons un échevin de l'opposition qui siège dans le collège, ce qui n'est pas toujours facile pour gérer une commune, puisque les décisions du collège doivent être prises à l'unanimité. Et donc, ça complique la tâche. S'il n'y a pas d'accord au collège, on descend au conseil communal. Alors, et là, la majorité des suffrages emporteront le oui ou le non d'une décision. Et là où ça se complique, c'est que précédemment, la ministre tutelle a refusé de nommer un bourgmestre. Alors, en réalité, en périphérie, nous avions assisté à un certain carrousel de nomination des bourgmestres, c'est-à-dire, suite à la présentation de bourgmestres dans un certain nombre de communes de la périphérie, la ministre flamande, même lorsque l'avis du gouverneur du Brabant flamand était positif, avait décidé de ne pas procéder à la nomination des bourgmestres en procédant à l'annulation de ces nominations, ce qui avait pour conséquence que soit les communes proposaient un autre bourgmestre, soit proposaient le même, mais on rentrait dans une sorte de carrousel généralement parce qu'on introduisait un recours au Conseil d'État qui annulait bien souvent la décision du ministre de l'Intérieur. On devait reprendre une nouvelle décision de présentation. Et de nouveau, on avait une décision de non-nomination, on se retrouvait devant le Conseil d'État. Donc on rentrait dans des espèces de carrousel, je dirais, avec des bourgmestres qui n'étaient pas nommés, mais qui faisaient fonction. Mais là, récemment, le Conseil d'État s'est prononcé là-dessus. Qu'est-ce qu'il a décidé ? Alors, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que la 6e réforme de l'État, en 2012, on a décidé qu'il faut mettre un terme à cette situation, il faut mettre un terme à ces carousels. Et donc, il y a un nouveau système, une nouvelle compétence, premièrement, qui a été attribuée au Conseil d'État, c'est-à-dire toutes les questions, les compétences administratives, en tout cas les questions administratives de la périphérie et des personnes physiques et morales qui y résident, est attribuée à l'Assemblée générale du Conseil d'État, qui doit statuer sur ces questions-là. Et donc également la question de nomination des bourgmestres, avec la particularité de cette réforme que lorsque une décision de nomination n'est pas prise à l'égard d'un bourgmestre et que cette décision est attaquée devant le Conseil d'État doit statuer dans un délai beaucoup plus court, de mémoire c'est 6 mois, mais surtout que lorsque le Conseil d'État décide d'annuler la décision du ministre de l'Intérieur qui n'accepterait pas de nommer un bourgmestre, la décision du Conseil d'État emporte en même temps la nomination du bourgmestre. Et donc, il y a une fin à ce carrousel, si vous voulez, parce que le Conseil d'État va directement nommer le bourgmestre et donc va éviter qu'on rentre dans des carousels comme on a eu l'occasion d'en avoir les dernières années. Est-ce que du coup, ça change concrètement quelque chose à la situation maintenant ou elle était déjà finalement rentrée dans l'ordre ? Alors non, par exemple, ce qui est très important de savoir, c'est que les dernières élections, nous avions 4 bourgmestres qui n'étaient pas nommés en périphérie. C'est la première fois qu'il y en avait autant, entre guillemets, qui n'étaient pas nommés. Et directement, donc, nous avions attaqué ces décisions. Les bourgmestres concernés ont attaqué ces décisions. Le Conseil d'État a annulé les décisions de la ministre Homans qui était la ministre de l'Intérieur de l'époque. Et cette décision du Conseil d'État a emporté la nomination des bourgmestres concernés et a mis un terme à ce carrousel ainsi qu'à la discussion. Il y a une autre victoire qui est arrivée récemment, celle-là, elle vous concerne plus personnellement, et c'est pas au Conseil d'État, c'est au tribunal de première instance, c'est bien ça, où vous avez eu aussi gain de cause. Expliquez-nous peut-être la différence et quelle était du coup aussi la différence au niveau du dossier. Alors, en réalité, un bourgmestre, lorsqu'il n'est pas nommé, tant qu'il n'est pas nommé, il exerce une fonction d'échevin, de premier échevin. Et donc, il n'est pas bourgmestre, il est premier échevin, et donc il y a un échevin en moins au sein du collège. Cet échevin en moins à Rhodes-Saint-Genès, c'était moi. Et donc, j'ai considéré que la ministre Homans a fait une faute en nommant pas mon bourgmestre et que le dommage qui était consécutif à cette faute, entre autres, était le fait que moi, je ne pouvais pas monter au niveau du collège. Et ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir l'avis d'une juridiction judiciaire et pas uniquement administrative sur la position qu'avait prise le ministre de l'Intérieur, flamand. Et le tribunal de première instance a été extrêmement clair. Il a dit qu'au moment où la ministre a pris sa décision de ne pas nommer les bourgmestres, elle savait pertinemment bien
qu'elle ne respectait pas la législation en place. Il faut se restituer dans le contexte. On se situe au mois de janvier-février 2019, avant les élections régionales du mois de mai. Et donc, il y a eu une volonté, à mon avis, un peu au niveau de la NVA, de faire un petit jeu électoral pour dire, nous, on est bien fort, etc. On nommera pas les bourgmestres. Mais on n'a pas respecté, du côté de la NVA, du côté du gouvernement flamand, à ce moment-là, la législation telle qu'elle aurait dû l'être. Et ça a été relevé, cette faute a été relevée tant par le Conseil d'État que par le tribunal de première instance, décision où la Flandre aurait pu faire appel, elle ne l'a pas fait. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, tout va se régler, vous allez avoir des dommages par rapport à la situation passée, c'est ça? Alors, c'est la version, normalement, si tout le monde est conscient qu'on vit dans un état de droit et qu'on doit, je dirais, appliquer les décisions de justice, c'est comme ça que ça devrait aller. On devrait aller vers un apaisement. En ceci étant, j'ai entendu des réactions la semaine passée au niveau du gouvernement flamand suite à ces décisions, maintenant, en disant qu'ils vont regarder de la manière dont on pourrait encore atténuer les facilités. Donc on verra. Je sais que la Flandre est souvent très créative pour trouver des sources d'embêtement au niveau de la périphérie. Donc nous restons très très prudents. Mais il faut bien comprendre, on a des décisions au Conseil d'État, au tribunal de première instance. Ces décisions, ce qui est très important aussi, de dire, elles appliquent finalement une ancienne jurisprudence de la Cour du Conseil d'État. Parce que qu'est-ce qui était reproché au bourgmestre en l'espèce? C'était d'avoir envoyé les convocations électorales dans la langue de l'habitant, en tout cas en français, aux personnes qui l'avaient demandé. Et en faisant cela, en réalité, les bourgmestres ne faisaient qu'appliquer une jurisprudence du Conseil d'État de 2014, où le Conseil d'État avait dit, il n'y a pas de problème, les francophones peuvent recevoir leurs documents en français. En réalité, il y avait deux thèses qui s'opposaient. La thèse de la Flandre, qui était toujours de dire, à chaque document, le francophone doit demander son document expressément. Et nous avions toujours la thèse, qui est d'ailleurs toujours celle du Conseil de la Cour de cassation, qui est de dire non, il suffit de faire la demande une seule fois. Et vous avez vos documents ad vitam. Ça, c'est la position de la Cour de cassation. Et le Conseil d'État, à l'occasion d'un arrêt de 2014, un petit peu, je dirais, en passant par là, a abordé cette question-là et a dit, moi, je considère que les documents doivent être demandés, pas à chaque fois, mais pas une fois non plus, ils doivent être demandés dans un délai raisonnable. Et je considère en outre que ce délai raisonnable est un délai de 4 ans. C'est un peu un compromis à la belge, ça. Alors, exactement, c'est une bonne remarque. Moi, quand j'ai lu cet arrêt du Conseil d'État, et en tant que juriste, très sincèrement, je pense que voilà, c'est un compromis à la belge, un petit peu politique, qui émane d'un Conseil d'État en se disant, tiens, j'en ai un petit peu marre que ces dossiers viennent engorger mon prétoire et je dois essayer de trouver une solution. Je vais essayer de trouver une sorte de compromis. Mais je reste par contre convaincu que la véritable interprétation est celle de la Cour de cassation qui, encore en 2018, à l'occasion d'un litige fiscal, a rappelé qu'un francophone vivant en périphérie ne doit le demander qu'une seule fois son document. Mais concrètement, c'est quoi la périphérie idéale? Est-ce qu'il y a encore finalement des combats pour les francophones de la périphérie? Est-ce qu'il y a encore des changements qui devraient voir le jour dans les prochaines années? Alors, que vous voudriez peut-être voir? Alors, très sincèrement, nous sommes demandeurs de rien, finalement. Il faut bien se rendre compte, on entend souvent parler de la périphérie, mais nous sommes demandeurs de rien. Nous sommes seulement demandeurs de vivre en paix, tranquillement. En fait, nous ne sommes pas dans une démarche d'agressivité, nous sommes vraiment dans une démarche de défense et de respect de nos droits. C'est notre seule démarche. Et donc, lorsqu'on se fait attaquer de manière totalement inacceptable, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une telle faute qui a été commise par le ministre en nommant pas les 4 bourgmestres, c'est vraiment inacceptable, ben, on se défend et on continuera à se défendre. Maintenant, pour la périphérie, à plus long terme, il faut dire qu'avec la Flandre, on a également pas mal de projets ou de choses qui se passeraient très bien. Je veux dire, il y a une nouvelle source d'inquiétude aujourd'hui en Flandre ou en périphérie. C'est plutôt ce qui se passe au niveau du gouvernement bruxellois, dans la région bruxelloise. C'est une région, évidemment, qui est à proximité de nous. Nous sommes à la frontière et nous voyons de plus en plus de décisions, de démarches. Par exemple, nous avons parlé récemment de la taxe kilométrique. Il faut bien se rendre compte, nous avons une région bruxelloise avec 19 communes et on voudrait adopter une taxe kilométrique. Bien évidemment, ce sont des décisions qui impactent la périphérie, mais que ce soit du côté du Brabant wallon ou du côté du Brabant flamand, ça impacte terriblement et ça impactera terriblement la vie des gens. On n'a pas, je dirais, des modes de communication, un métro extrêmement efficace. Le sud de Bruxelles est particulièrement mal desservi. Et la solution du gouvernement, c'est lancer la taxe kilométrique, donc qui isole davantage Bruxelles de la périphérie. Autre question également, fermeture du bois de la Cambre. C'est un axe de mobilité important pour rentrer à Bruxelles. Ce sont des décisions qui sont prises par Bruxelles et qui rompent
le lien entre la région bruxelloise et la région wallonne, où vous avez Rode-Saint-Genès, Waterloo, qui font un petit peu le lien. Et donc, on n'a plus besoin des néerlandophones maintenant, aujourd'hui, pour être parfois ridicule. Je veux dire, il suffit de regarder certaines décisions du gouvernement bruxellois qui impactent ce lien entre francophones bruxellois et francophones de Wallonie. Il y a vraiment une politique, on a l'impression de vouloir faire de Bruxelles une île, ce qui n'est pas acceptable, tant pour les Bruxellois que pour les habitants de la périphérie. Au gouvernement bruxellois, il y a aussi des membres de partis flamands qui sont membres du gouvernement et qui est, on le rappelle, PS Écolo Défi. Mais du coup, il va y avoir bientôt une nouvelle réforme de l'État en 2024 à l'approche des nouvelles élections. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres changements? On a entendu par exemple qu'en Flandre, le vote ne serait plus obligatoire. Est-ce que ça va aussi impacter les communes de la périphérie? Alors, il y a une nouvelle réforme en Flandre, donc le vote aux élections communales n'est plus obligatoire. Il y a l'effet dévolutif du casse de tête qui a disparu. Il y a l'élection directe des bourgmestres. Alors, il y a des débats pour le moment. Nous sommes en train d'examiner la question pour voir si ça va s'appliquer ou pas aux communes à facilité, dans la mesure où ces communes ont un statut spécifique qui est plutôt régi par le fédéral que par le régional. Mais à mon sens, il y aura peut-être une volonté du gouvernement flamand d'adopter ça partout en Flandre et de dire qu'il n'y a pas de différence entre les communes à facilité et les autres communes en Flandre. Maintenant, en ce qui concerne la réforme de l'État, lorsque j'entends les discours qui sont tenus, on entend quand même des visions très très régionales qui sont développées. Bruxelles aujourd'hui a une politique qui est très très régionale également. Évidemment, la périphérie entre ces politiques régionales est un petit peu entre deux. Si on ne parle pas de communauté mais de région, je suis plutôt pas rassuré par rapport à ces visions et à ces positions qui sont exprimées. En tout cas, je suis ravi qu'au niveau du MR, une préoccupation qui était quand même pour moi très importante, c'était la création de la communauté métropolitaine qui a également été instituée par la 6e réforme de l'État, mais qui nécessite un accord de coopération qui n'a pas pu être mis en œuvre à ce jour, mais que nous sommes un des premiers partis, le premier en réalité, à avoir mis dans nos statuts, donc les réformes récentes de nos statuts, la création de cette communauté métropolitaine qui reconnaît vraiment donc la région bruxelloise, la province du Brabant wallon, la province du Brabant wallon, et de reconnaître que dans la pratique, c'est une réalité, je dirais, en termes de mobilité, en termes de sécurité routière, en termes de travaux autour de Bruxelles, qui doit absolument être prise en compte. Quand on fait des travaux aux portes de Bruxelles, ça impacte la périphérie, ça impacte le Brabant wallon. Et donc, si on veut un Bruxelles efficace, il faut tenir compte de son environnement et des communes avoisinantes. Dernière petite question. Mardi prochain, c'est Boris Diliès, le bourgmestre d'Uccle, qui sera notre invité. Est-ce que vous avez peut-être déjà une question à lui poser qu'on pourra lui répercuter, peut-être justement en lien avec la périphérie, puisque vous parliez notamment du Bois de la Cambre, ou si vous avez une autre question pour lui, on lui posera avec plaisir. Je n'ai peut-être pas une question, mais en tout cas un remerciement adressé à Boris. C'est que quand même la commune d'Uccle et lui en particulier ont vraiment été à la base de ce combat pour le Bois de la Cambre, essayer de trouver des solutions raisonnées, respectueuses des droits de tout le monde. Et voilà, c'est un combat qui n'est pas terminé pour le moment, on doit encore y travailler. Et je suis conscient en tout cas que dans la dynamique qu'il prend à ce niveau-là, il tient compte des intérêts de la périphérie. Nicolas Kuczynski, merci d'avoir été avec nous, d'avoir tenté de décortiquer un peu plus et de façon le plus pédagogue possible aussi ce dossier qui est extrêmement complexe de la périphérie. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine. Rendez-vous mardi, 8h05, même endroit. Passez déjà un très bon week-end.